D'abord, bienvenue aux Utopiales. Ça commence maintenant, ça finit dans 5 jours. Je pense que tous ceux qui sont là pendant la semaine vont prendre plein les mirettes. C'est l'objectif. Et on commence donc par cette analyse du film sur Mars, qui par bien des aspects est assez fascinant. Enfin, moi, il m'a rappelé quand je l'ai lu, quand je l'ai vu, je l'ai lu parce que ça vient aussi d'un roman d'Andy Weir du même titre. Ça m'a rappelé L'île mystérieuse. Quand j'étais petit, j'ai adoré L'île mystérieuse, que c'est les gars, il y a que des gars dans l'histoire, mais enfin bon, ils arrivent sur une île, et puis juste comme ça, à poil au milieu de rien, ils récupèrent 2-3 objets qui traînent de l'échouage du bateau, de l'épave du bateau, ben, ils arrivent à reconstruire plein de choses, hein, uniquement par leur compétence, leur connaissance, et en bricolant des choses. Et ça m'avait vraiment stupéfait. Donc dans Seul sur Mars, c'est la même chose, ce personnage qui est abandonné sur Mars à lui-même, et qui doit, avec ce qui reste comme objet technique, se débrouiller pour tenir le plus longtemps possible et être sauvé. Alors le film, l'analyse, elle serait très longue à faire. Comme toutes les conférences d'analyse de film que je fais, je pense que je pourrais tenir 4 ou 5 heures sur Seul sur Mars. Là, j'ai qu'une seule heure, donc je ne vais pas raconter tout ce qu'on peut raconter, tous les détails qu'on peut voir, toutes les choses qu'on peut voir, mais on va essayer comme d'analyser des éléments importants. La tempête initiale, qui est évidemment fondamentale pour la suite du film, qui est l'origine de l'abandon de du héros sur Mars, et puis ensuite, le fait qu'il va devoir cultiver des pommes de terre sur Mars, enfin de quoi manger, en l'occurrence des pommes de terre. Donc qu'est-ce que ça veut dire cultiver des pommes de terre sur Mars? Est-ce qu'on peut faire ça? Et puis je discuterai un peu du vaisseau Hermès, si on a le temps à la fin, le vaisseau des humains qui les amènent sur Mars et puis qui les ramènent ensuite, qui est assez rigolo. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, marrantes, correctes. Dans le film, il y a des choses incorrectes. De la limite, on s'en fiche. Le film est assez intéressant. Moi, j'ai trouvé plutôt plaisant à regarder, assez bien fait, plutôt plus dynamique, on va dire, que l'œuvre littéraire, qui est très dense techniquement. Pour ceux qui l'ont lu, vous avez vu qu'il y a énormément le gars, Andy Weir, qui a écrit le bouquin. Manifestement, il s'est très bien documenté. Et en fait, le roman est encore plus techniquement correct que ne l'est le film. Et donc, on va regarder le film plutôt que les gens ont vu. Et c'est des gens qui ont quand même dans la salle, s'il y en a qui ne l'ont pas vu du tout. J'ai un tout petit extrait, ah oui, il y en a quand même quelques-uns. Bon, ben ça va, pas beaucoup finalement. Il n'y a pas besoin de connaître tout, je montrerai un peu les étapes. On va commencer directement par un extrait qui dure 2 minutes, pour vous montrer, j'essaierai de l'arrêter au bon moment, pour vous montrer ce qu'un scientifique fait de au moment où le film est projeté, hein, pas quand je suis dans la salle, quand je regarde le film comme ça, mais ensuite, une fois que j'ai vu le film, je dis ah oui, ça c'est bien, ça va faire un bon sujet, et après quand je le regarde derrière. Et donc 2 minutes sur la tempête initiale, où il y a beaucoup d'informations qui sont données. Alors voilà la première image de la tempête, et voilà, là c'est parti. Alors faut pas que j'oublie d'arrêter le film aux bons endroits. Alors là on n'a pas le son. Est-ce qu'on peut avoir le son? On n'a plus le son. Pourquoi on n'a plus le son? On va recommencer. Bon, déjà, remarquez cette tempête qui est ici. Vous voyez les nuages qui sont là. On va les regarder les bien. Ils évoquent quelque chose pour un scientifique, disons, et particulièrement un géologue. Donc la tempête, on la voit ici sur une image. Il y a aussi une image satellitaire, une image locale qui traduit la tempête qui a l'air assez importante. C'est une tempête locale quand même. Ils nous disent dans le film qu'elle fait 1200 km de diamètre. C'est assez grand, c'est-à-dire c'est un peu plus que local, mais c'est pas l'échelle de Mars entière. Et puis quand ils regardent la tempête, ils disent oh là là, le vent il fait 8600 newtons. Ça c'est ce que dit un des personnages. Ils n'ont pas l'air très contents. On voit qu'il y a du vent qui souffle. Là, les cordes ici, les espèces de lanières bougent. Et puis on apprend que si ce vent dépasse 7500 newtons, c'est dangereux. Alors pour l'instant, ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour nous. 1600 newtons, 7500 newtons, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le newton, c'est une unité de force. Votre poids, ça ne s'exprime pas normalement en kilogrammes, devrait s'exprimer en newton. Le newton, c'est la force, c'est une unité de force, et votre poids devrait s'exprimer en newton. C'est la force, le poids, c'est la force qui vous tire vers le centre de la Terre. Et si vous faites 100 kg, vous faites 1000 newtons à peu près. Alors regardez ici, on l'a raté mais on va le revoir, on voit ce personnage qui s'approche de la fusée, et on va voir de la fusée qui permet de partir, voilà, là on voit pas mal. Regardez la taille du personnage et regardez la hauteur sous la fusée. Ça c'est un détail qui a l'air de rien, c'est une scène, ça dure une fraction de seconde. Moi ça va m'intéresser parce qu'à un moment donné j'aurais besoin d'échelles. J'aurais besoin d'avoir des longueurs, des diamètres, des hauteurs. Et donc le personnage qui est ici, bon c'est un humain normal, mâle, il doit faire 1m75, 1m80, il a son scaphandre, donc un casque
qui est un peu au-dessus de la tête. Peut-être le gars l'a fait en tout 2 mètres de haut, et donc vous voyez que la hauteur sous les fusées, c'est peut-être 2,50 mètres. Ça, c'est important, l'air de rien, d'avoir l'œil sur ça, estimer les distances, ça va nous servir tout à l'heure. Donc on continue. Bon, il récupère l'échelle, il monte, donc lui il est là pour préparer le décollage. Alors voilà, moi un truc comme ça m'intéresse beaucoup, hein, parce que l'on voit ça, mais il y a ça qui est intéressant là. Vous avez vu ça? Tout le monde s'en fout en général, les nombres qu'il y a à côté, c'est pour faire l'ambiance. Hein. Moi je les regarde. Il y a marqué pression 12,31 psi, oxygène 20,69%, température 16 degrés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, vous êtes dans le airlock, là vous êtes dans le SAS, il est en train de rentrer dans le SAS, et qu'est-ce qu'on nous dit que la pression 12 psi, alors c'est quoi les psi? Ben, les psi c'est les pounds per square inch, c'est une unité anglo-saxonne, donc là ils s'embêtent pas, c'est un film américain, donc on va pas s'emmerder, mais des unités système international. Donc plutôt que de mettre des pascals, qui sont unités de pression, ils mettent des pounds per square inch, et 12,31 pounds per square inch, c'est la pression atmosphérique habituelle. Là il fait à peu près ça, 12 psi dans cette pièce à peu près. 20%, c'est la teneur en oxygène de l'air. Là, l'air que vous respirez, il y a à peu près 20% d'oxygène dedans en masse. Et puis 16 degrés, bon, ben, c'est la température à l'intérieur, pourquoi pas. Elle est un peu basse, mais bon, pourquoi pas, c'est une température acceptable. Alors on voit les personnages qui sortent du airlock, sont dans le SAS. La température, voyez, en dessous varie un petit peu. Bon là, hop, ils vident l'air, ça se vide très très vite, hein. Ils ont des pompes assez efficaces, ils vident l'air, et pourquoi ils vident l'air? Parce qu'ils vont sur Mars, ils vont à la surface de Mars. Et la pression sur Mars, elle est beaucoup plus faible que la pression terrestre, 160 fois inférieure à la pression terrestre. Donc il faut équilibrer les pressions avant de sortir. Vous ouvrez la porte comme vous faites de chez vous. Il faut équilibrer les pressions entre l'intérieur du SAS et l'extérieur. Ils sortent, là tout de suite ils sont pris dans la tempête, on va regarder ce qui passe là. C'est pas des grains de sable, ça, c'est des graviers qui passent, hein. C'est des gros débris qui passent. Évidemment, c'est assez dangereux d'avoir des gros graviers qui volent comme ça quand on a un casque qui a l'air si fragile. Enfin, c'est probablement un casque un peu résistant, mais le casque devrait être... Alors voilà, moi je regarde ça maintenant. Regardez là maintenant ce qu'il y a écrit là. Là, on est à 0,12 psi, la pression. Elle a été divisée quasiment par 100, même un peu plus que 100. Ça, c'est la pression martienne. C'est tout à fait la pression martienne. Teneur en oxygène, 0,14%. Ça, c'est la teneur en oxygène de l'atmosphère martienne, qui a pratiquement plus d'oxygène. Et température moins 20 Celsius. Ils commencent à faire froid, mais ils sont encore dans le SAS. C'est l'air froid de Mars qui rentre. La température moyenne de Mars est beaucoup plus basse, plutôt moins 60. Ah voilà le son qui revient. Là, vous voyez les graviers, là, ce qui vole, là, c'est impressionnant. C'est des graviers qui volent. Hein. Il devrait y avoir une abrasion terrible sur le casque, à défaut de les casser. C'est embêtant pour les casques. Grosse abrasion. Ah, le son est revenu. Ah, regardez, là, ça y va. On est venu à la température martienne, là. On est dehors. Il fait moins 60, c'est la température moyenne sur Mars. Pression martienne, teneur en oxygène martienne et température martienne moyenne. Et puis ça c'est à l'intérieur du scaphandre. À l'intérieur du scaphandre, 4 psi, 21% d'oxygène, 18 Celsius. Alors c'est bien, 18-19 Celsius dans le scaphandre, les gars sont bien, les filles aussi sont bien. 21% d'oxygène, ça paraît être bien. On se dit 21%, c'est ce qu'on respire là, tout va bien. Regardez la pression, 4,75 psi. Ça, c'est normal aussi. C'est un tiers de pression atmosphérique. C'est un tiers de 12 tout à l'heure. Un tiers de 12, c'est normal. Les scaphandres sont gonflés à une pression qui n'est pas la pression atmosphérique. Car s'il l'était, le gars, il serait comme ça, et il pourrait à peine plier. C'est tellement dur, serait gonflé comme pas comme un pneu, mais très dur. Et il pourrait à peine plier le bras, tellement le scaphandre serait gonflé. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils le gonflent à un tiers de pression atmosphérique pour qu'on puisse bouger un peu, qu'on puisse quand même avoir une certaine mobilité, mais si on baisse la pression pour respirer la même quantité d'oxygène à chaque goulée, comme la pression est plus faible, il ne faudrait pas qu'il y ait marqué 20% ici. Il faudrait qu'il y ait marqué 60%. Parce que la pression est 3 fois plus faible, il faut une teneur en oxygène 3 fois plus importante pour que finalement, à chaque inspiration, on ait la même quantité d'oxygène qui arrive aux poumons. Et donc là, il y a une petite faute, là, il devrait y avoir marqué 60 ici. Vous voyez, moi je suis un emmerdeur, hein, je regarde vraiment les détails. Hein. Vous avez compris, vous me connaissez déjà, donc tout va bien. Là, ils sortent, on voit toujours des espèces de gros graviers, là, c'est vraiment impressionnant. C'est pas du tout des petits grains de sable, c'est du gros gravier qui est sauvé par la tempête, c'est très sombre. Ça, c'est normal, hein, finalement, il y a toute cette matière qui est là et qui empêche la lumière du soleil d'arriver, même si on était en plein jour. Il y a des spots lumineux. Alors là, on a vu une image où le VAM était incliné. Donc le VAM, c'est le véhicule ascensionnel martien. C'est pour s'échapper, c'est l'engin qu'ils vont prendre pour partir. Et il est incliné, et il ne doit pas s'incliner trop. Et là, oh bah boum, il prend un truc en pleine tronche. Bon voilà, et là ça commence. Le gars qui a pris l'antenne, il a des problèmes. Il va rester seul sur Mars, parce que les autres pensent qu'il est mort, et voilà, ils s'en vont. Alors,
D'abord, une seule image pour vous montrer de quoi, à mon avis, ils sont inspirés pour faire ces nuages martiens, cette espèce de tempête qui viennent, ils sont inspirés ça. Des nuées ardentes. Ces nuées ardentes, on les voit sur des éruptions volcaniques. C'est des gaz très chauds et des poussières qui dévalent du flanc de la montagne et qui sont extraordinairement dangereux et très rapides. C'est-à-dire, si vous voyez ça, c'est un peu loin, tout va bien, mais si vous êtes à Pompéi, alors et que vous dites, ah, c'est joli ce truc-là, le temps de compter à 10 ou 15, et boum, les nuées ardentes sont sur vous et vous êtes mort. Donc les nuées ardentes, c'est extrêmement chaud, extrêmement dangereux. Et il vaut mieux éviter ça, mais ça ressemble exactement là. La façon que ça a d'avancer, je n'ai pas trouvé de film de nuées ardentes, c'est exactement celle qu'on voit dans le film. Donc à mon avis, ils sont inspirés des nuées ardentes pour faire ça. Est-ce que le MAV, j'ai dit MAV, oui c'est le VAM, ils disent véhicule ascensionnel martien dans la version française, mais le VAM c'est le Mars Ascension Vehicle en anglais. Est-ce que ce truc-là peut basculer sous l'effet d'un vent de, on a dit, 8600 newtons, qui dépasse la limite officielle de 7500 newtons. Donc cette force qui est exercée par le vent sur le VAM. Alors sur cette image, c'est une capture d'écran du film. Sur cette image, on voit le VAM incliné, il y a quelque chose qui mesure l'inclinaison du VAM, et dans le film, ils nous disent, ah, le VAM, il est incliné à 11,6 degrés. Ça, c'est un peu curieux qu'ils disent ça, parce que quand on regarde ici, il y a des angles à 0, 5, 10, 15, 20, on a l'impression qu'il est plutôt incliné à 5 degrés qu'à 11 degrés. C'est un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi ils disent 11,6, et en même temps, il est incliné qu'à 5 degrés là-dessus. Et puis, vous vous rappelez, on a repéré l'échelle sous les réacteurs, là. On a repéré l'échelle. On avait dit qu'en dessous des réacteurs, c'était à peu près 2,50 m. Et quand on regarde les graduations verticales, on pourrait dire c'est juste pour faire joli. En fait, non, ça donne une échelle dans l'image. Regardez, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, donc 2,50 m, ça colle pas mal. Donc en fait là c'est une graduation par mètre. Alors donc du coup c'est super. Pour mesurer la hauteur du VAM, tout est clair maintenant. On peut dire que là-haut c'est 24,50 m et donc la hauteur du VAM c'est quelque chose comme 22 mètres. On peut estimer son diamètre, vous allez voir pourquoi c'est utile. Et du coup la masse de ça, c'est un machin quand même qui va faire des centaines de mètres cubes. Ce truc-là doit peser au bas mot 200 tonnes. Au bas mot, sa masse doit être de 200 tonnes et c'est peut-être plus que ça encore. Prenons 200 tonnes pour faire simple. Alors 200 tonnes, ça correspond à combien de newtons? C'est quoi son poids? C'est-à-dire c'est avec quelle force Mars tire cet engin vers son centre? Et bien comme la gravité martienne, c'est à peu près un tiers, un petit peu plus, mais à peu près un tiers de gravité terrestre, ça veut dire que cet objet-là, sur Terre, ça serait 200 tonnes, c'est 200 000 kg, ce serait 200 000 fois 10 newtons, 2 millions de newtons, et sur Mars, c'est 3 fois moins. C'est ça en newtons, c'est beaucoup de centaines de milliers de newtons. Ou à l'inverse, on pourrait dire les 8100 newtons, ça correspond à quoi? Ça correspond au poids de seulement 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes. La force qui s'exerce sur le VAM par ce vent correspond au poids de 2 tonnes sur Mars. Et le machin fait au moins 200 tonnes. Donc imaginez que vous, qui pesez, mettons, 70 kg, pour certains d'entre vous, pas tous, hein, j'en vois un, il va peser 70 kg là. Et on vous pousse avec une force sur le côté 100 fois moindre, genre 700 grammes. Bon, bah, vous sentez qu'on vous pousse, quoi, mais voilà, tranquille, quoi. Vous n'allez pas être renversé par cette force-là. Sans parler du fait que, regardez un peu l'assise, si vous écartez les jambes pour vous faire tomber, c'est plus difficile que si vous êtes sur une seule jambe, par exemple. Donc cet engin-là, il est disposé de façon très stable sur son support, avec un support très large, et en même temps, il est poussé avec une force qui représente seulement 1/100 de sa masse, 1/100 de son poids sur Mars. Donc c'est vraiment une force assez faible. C'est vraiment une force assez faible, je pense qu'il n'y a aucune chance que le VAM se renverse. D'ailleurs, dans le livre, le problème n'est pas que le VAM se renverse, c'est le problème que le VAM décolle par fort vent. Alors là, c'est embêtant. Un engin qui décolle avec un vent qui le pousse sur le côté, même un petit peu, ben quand même, la trajectoire va être modifiée, déviée, et donc ça peut perturber l'ascension de la fusée, et éventuellement son arrivée en orbite. Ce qui fait que quand on envoie des fusées sur Terre, des fusées réelles, évidemment, on se méfie des conditions météo, on se débrouille pour que le vent ne soit pas trop fort, même pour des engins qui pèsent des centaines de tonnes et qui sont poussés par des réacteurs extrêmement puissants. Alors maintenant, quand même, la question qu'on peut se poser, si on dit que 8100 newtons, c'est la force du vent, la force qu'exerce le vent sur le VAM, sur l'ensemble de la structure du VAM, quelle est la vitesse du vent? Eh bien, on peut le calculer. Alors, comme je sais que vous êtes résistant, j'ai mis une formule, parce que la science, c'est pas juste pour rigoler, hein, c'est aussi parce qu'il y a des formules. Alors, cette formule-là, elle vous dit la force, c'est la moitié de la masse volumique de l'air, ou de la matière qui vous pousse, mettons de l'air martien en l'occurrence, fois le carré de la vitesse fois la vitesse, fois la surface sur laquelle ça pousse. Si vous êtes tout petit, si vous êtes grand, ben vous n'avez pas la même, comme on dit, prise au vent.
puis multiplié par un coefficient qui s'appelle le CX, qui dit simplement la facilité que le vent a à être dévié par l'objet, et CX on prend généralement égal à 1 pour pas s'embêter. Et quand on met les valeurs, on met la force, on la connaît, il nous dit c'est 1100 newtons. On nous dit la densité atmosphérique martienne, ça on la connaît, on connaît la température moyenne, on connaît la pression de Mars. Je ne vais pas ces détails, ceux qui savent de la thermodynamique feront le calcul à ma place. On peut déterminer combien pèse l'air martien. Il pèse, par unité de volume, 1 mètre cube d'air martien pèse à peu près 75 fois moins qu'un mètre cube d'air terrestre. 1 mètre cube d'air terrestre, à peu près 1 kg. La surface du VAM, là je sais que c'est à peu près 240 mètres carrés, parce que je connais sa hauteur et sa largeur, d'où l'intérêt d'avoir l'échelle tout à l'heure. Et puis le coefficient aérodynamique, je prends 1, et quand on fait ça, on obtient une vitesse qui est de à peu près 240 km par heure, 67 mètres par seconde. Voilà la vitesse du vent. Sur Mars, dans un air très ténu, parce que c'est un air qui est dans une atmosphère qui a 160 fois moins de pression que la Terre, et 75 fois moins dense que celle de la Terre. Alors les deux questions qui se posent évidemment, c'est est-ce que ce vent martien peut exister? Après tout, pourquoi pas? Et est-ce que c'est suffisant pour soulever des poussières? Même des graviers, des poussières sûrement, mais des graviers. Là on voit des graviers qui passent dans le film, on voit des gros objets qui passent. Eh bien on va voir que la réponse est non. Incidemment, comme la pression atmosphérique martienne est 75 fois plus petite que la pression atmosphérique terrestre, la densité atmosphérique martienne est 75 fois plus petite que la densité atmosphérique terrestre, ça veut dire qu'un vent martien, pour qu'il exerce la même force qu'un vent terrestre, il faut qu'il soit à peu près 9 fois plus rapide. Précisément, racine carrée de 75 fois plus rapide. Là, ça vous fait pas rigoler, tu me dis, on était aux Utopiales, c'était cool. Non, non, mais ça rigole pas la science. Hein. Ça veut dire que c'est des calculs qu'on peut faire. C'est pour vous convaincre que ça se calcule. C'est pas juste je sors de ma poche. Et ceux qui peuvent comprendre des détails supplémentaires pourront refaire les calculs si ça les amuse. Donc ça veut dire que, en fait, ce vent martien de 67 mètres par seconde, il est équivalent, parce que c'est de l'air très peu dense, une atmosphère très peu dense, il est équivalent à un vent terrestre qui est pratiquement 9 fois plus lent, ça veut dire 7 mètres par seconde, à une petite brise martienne, une petite brise terrestre. Une brise terrestre, c'est comme ce vent martien qui est une tempête. Alors évidemment, un vent terrestre à 67 mètres par seconde, vous vous planquez, ça s'appelle une tornade, quoi, et vous rigolez pas du tout. Mais sur Mars, ça vous donnerait l'équivalent, la force qui s'exerce sur vous, l'équivalent d'une brise terrestre. Alors un peu de météo martienne maintenant. D'abord, des grandes tempêtes sur Mars, ça existe. Voilà, sur une image de Mars, on voit ici la position de deux rovers, Opportunity et Curiosity, de deux rovers martiens, et toute cette zone-là, c'est une tempête martienne. Les zones noires, là, c'est pas des trous noirs, c'est des zones où on n'a pas fait de photos. On peut avoir des tempêtes martiennes à l'échelle de 1000 km, comme dit dans le film, sans problème. On peut même avoir des tempêtes globales. Regardez ici, ça c'est Mars, où tout se passe bien, c'est net, on voit bien tout. On voit ici le mont Olympe, les trois volcans des monts Tarsis, on voit Valles Marineris, la calotte polaire sud, c'est super. Regardez Mars, un mois plus tard, un peu plus d'un mois plus tard, là il y a une tempête globale de sable à l'échelle de Mars entière qui brouille complètement l'image de la surface martienne. Donc Mars, on peut avoir des tempêtes énormes, soulever des vents qui soulèvent de la poussière avec des vents qui sont rapides, mais qui sont dans un air très ténu, qui ne soulèveront que des poussières, les fines poussières de Mars, mais qui peuvent brouiller considérablement l'atmosphère. Et au sol, l'impression que ça donne, voilà, ça sont des images qui ont été prises par Opportunity pendant une tempête dans laquelle elle a été plongée. Ça c'est avant la tempête, et puis la tempête arrive, et c'est de plus en plus sombre, et c'est comme dans le film, ça c'est très bien fait, parfait, on voit, parce que de la poussière est soulevée, non pas des graviers, parce que de la poussière est soulevée en grande quantité, ça obscurcit considérablement l'air, et on se retrouve dans une ambiance très sombre. Et là, c'est ce qu'on observe à partir de Curiosity. Du coup, ça pose des problèmes pour le rover, en l'occurrence, pas Curiosity, Opportunity. Ça pose des problèmes pour ce rover Opportunity qui était alimenté par panneaux solaires. Donc ça veut dire que s'il fait plus sombre, il reçoit moins de lumière du soleil, et bon, il ne peut plus tellement bouger. Ça met aussi de la poussière sur les panneaux, ça soulève de la poussière et ça recouvre les panneaux de poussière. Mais à l'inverse, ça peut aussi nettoyer les panneaux. Il y a eu plusieurs situations où les scientifiques étaient très contents parce qu'un vent martien a balayé les panneaux qui étaient couverts de poussière et a redonné un peu d'efficacité électrique à ces panneaux solaires. Voilà encore une autre image d'une tempête martienne. Alors cette fois-ci, c'est une tempête à haute latitude, près d'une calotte polaire, et près d'une zone plus chaude et une zone froide ici. Et regardez, on voit cette très belle tempête qui se développe. Et regardez, c'est spectaculaire. Sur Terre, regardez, la même chose, exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, c'est entre chaud et froid.
Froid ici, chaud ici, ça c'est le Sahara, c'est la côte d'Afrique, et regardez une tempête de sable qui va au milieu sur l'Atlantique. On a exactement la même structure. Donc Mars, la météo martienne, par certains aspects, ressemble beaucoup à la météo terrestre. On va y trouver des mêmes phénomènes, mais dans des conditions un peu différentes, à la fois de température et de pression. On peut même regarder voilà, le développement d'un front de tempête. Voilà, le développement du front de la tempête près de la calotte polaire nord en 99. Et regardez ça, plusieurs images successives, on peut estimer la vitesse du front et donc la vitesse des vents. Et qu'est-ce qu'on trouve? 45 mètres par seconde. Vous vous rappelez, nous on a dit 67 mètres par seconde, c'est un peu plus rapide, mais 45 mètres par seconde, ça c'est une vitesse possible, et 67 c'est possiblement atteint, probablement atteint, on ne l'a jamais constaté. La vitesse la plus importante mesurée au sol, ça a été mesuré par les sondes Viking, c'est à peu près 30 mètres par seconde. Donc la vitesse qu'on déduit des 8600 newtons, c'est une vitesse un peu rapide par rapport à ce qu'on a déjà constaté, mais qui n'est pas du tout honteuse. Donc les 8100 newtons, ils sont plausibles. Par contre, que la fusée risque de se renverser au prétexte qu'il y a ce vent qui souffle sur elle, il n'y a aucune chance. Et que ces gros graviers soient soulevés, il n'y a aucune chance. Aucune chance. Mais ça peut perturber évidemment son décollage, sans aucun doute. Et regardez aussi ce qu'on voit. Cette structure-là, là c'est Ares 4, c'est là quand Watney arrive près de son module de secours. L'autre, il est parti avec les copains, et lui, il arrive finalement près du module de secours. Regardez ce qu'on voit là. On voit ce qu'on appelle une tornade sur Terre, on appelle ça sur Mars un dust devil, c'est-à-dire un diable de poussière. Là, on a dit que ça faisait 20 mètres. Alors on prend 20 mètres, on fait 1, 2, 3, 10, à peu près 10, ça fait 200 mètres de haut cette chose-là. Est-ce que ça c'est possible? Eh bien c'est assez étonnant, mais la réponse est oui. Voilà une tornade sur Mars, c'est une petite tornade, c'est le rover Opportunity qui a vu ça, une petite tornade. Ici c'est un peu sombre, mais regardez, il y a une image en mouvement, regardez ce qu'on voit. Ça se déplace, il y a des tornades à la surface de Mars, ça sont des mini-tornades. On peut voir des voies se créer comme ça spontanément. Et il y a des images encore plus spectaculaires de la surface de Mars, comme celle-ci, où l'on voit le Dust Devil de haut, on voit la trace sombre qu'il laisse sur le sol. Pendant longtemps, on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'était ces traces sombres, bizarres à la surface de Mars? Et on a compris par cette image que c'était la trace du passage de cette Dust Devil qui, d'une certaine façon, soulève un peu de poussière martienne du sol et font apparaître la partie inférieure du sol qu'on ne voyait pas et qui est légèrement plus sombre. Et regardez là, on voit l'ombre. Et comme l'échelle est donnée là, on fait 400 mètres, et connaissant les conditions de prise de vue, la date et l'heure et la position de prise de vue, on peut en déduire la hauteur du Soleil sur Mars. Connaissant la longueur de l'ombre et la hauteur du Soleil, on peut déduire la hauteur de la tornade, 200 mètres. Donc la tornade qu'ils ont représentée, cette grande tornade qui fait presque 200 mètres dans le film, parfait, ça marche très bien. Donc ils ont fait des choses très bien, puis après il y a des choses un peu plus curieuses, c'est l'intensité de la tornade, la représentation de la tornade est pas mal, mais son intensité qui soulève des grains, et puis qui empêche ou qui risque de renverser la fusée, ça non. Mais en revanche, le reste, visuellement, c'est très réussi. Alors le problème de Watney, c'est qu'il est seul sur Mars, et qu'il a besoin de manger pendant longtemps. Il a évidemment toutes les rations alimentaires qui ont été laissées par ses collègues, ça lui donne de quoi manger, il est tout seul, il doit être 6, donc ça lui donne de quoi manger. Simplement, il faut tenir 500 jours, parce que ses copains sont partis, et le temps qu'on lui renvoie une mission, ben, ça va prendre du temps. Et il n'a pas assez de nourriture, donc il se dit, je vais cultiver des pommes de terre. Il récupère des pommes de terre, il les plante dans la terre, et ça partit. Sauf que c'est pas si simple, parce qu'il faut de la terre, et il faut de l'eau. Sur Mars, de l'eau, on va voir s'il y en a, et de la terre, il y a du sol, mais c'est pas de la terre, c'est pas un sol comme le sol terrestre. En tout cas, voilà ce qu'il nous dit. Il a réussi à créer 126 mètres carrés de terre utilisable, et chaque mètre cube nécessite 40 litres d'eau pour être cultivé. Alors, évidemment, les 126 mètres carrés, c'est pas des mètres cubes, donc il faut connaître l'épaisseur de terre dont il a besoin. C'est embêtant, il ne le dit pas. Bon, là, il a bien buté ses patates, c'est plutôt pas mal. Il doit y avoir peut-être 20 cm de terre par endroit, une moyenne, mettons, de 20 cm sur l'échelle de tout ça. Donc 20 cm fois 126 mètres carrés, ça fait genre 40 quelque chose, 30 mètres cubes, on va dire, un petit 30 mètres cubes. Et il lui faut 40 litres d'eau pour 30 mètres cubes, pour 25, donc il lui faut entre 800 et 1200 litres d'eau. Voilà, il lui faut en gros 1 mètre cube d'eau. Voilà, il faut 1 mètre cube d'eau, c'est pas mal, il les a pas. Comment il fait? Alors d'abord, envisageons la question du sol. Voilà une carte altimétrique de Mars, c'est-à-dire avec les altitudes de Mars, en bleu quand c'est creux, en rouge quand c'est haut, en rouge quand c'est haut, d'accord, et même en gris quand c'est très haut, là les volcans, Olympus Mons, les 3 volcans Tarsis, et puis Valles Marineris. Lui, où est-ce qu'il s'est posé? On le sait, c'est dit dans le film, hein. Moi je n'invente pas, c'est dit dans le film, il donne la position, Ares 3 il est posé là, il est posé dans un endroit qui s'appelle Acidalia Planitia, comme son nom l'indique, une plaine qui est très basse.
Hein, c'est un truc qui est une grande zone, là, cette grande zone nord, là, qui est très basse par rapport au niveau moyen martien. On peut même, de cette zone-là, chercher dans les images qui ont été faites par les satellites en orbite autour de Mars, pour avoir une idée de comment ça se présente. On peut trouver, là-dessus, j'ai pas fait l'effort, mais là-dessus, on pourrait dire, ah ben tiens, Ares 3, il est posé là. Là, c'est une zone autour d'Ares 3. C'est plat, et puis il y a quelques cratères, mais sinon, c'est une plaine. Vraiment, c'est une plaine. Alors, Ares 4 est là. Ça, c'est l'endroit où il doit aller chercher des vaisseaux de secours. Vous remarquez que c'est quand même pas malin de le mettre super loin. Enfin bon, il est là. On sait qu'il va près de Pathfinder, il récupère le petit rover pour faire sa communication. Il y a plein de trucs à dire sur cet épisode-là, mais je ne dirai rien. Pathfinder, donc il est là, il doit aller là, il revient et il va là. Donc le gars, il bosse. Hein. Là, les kilomètres, c'est 1000 kilomètres qu'il fait. L'ordre de grandeur, c'est 1000 kilomètres. Et puis je rajoute ici Viking 1, parce que quand même, c'est les 40 ans, enfin c'était l'année dernière, non, c'est l'année dernière, cette année, les 40 ans de Viking 1, de la sonde Viking 1 qui s'est posée sur Mars, ici dans Chryse et Planitia, donc un peu à côté. Et les informations qu'on peut avoir, Acidalia Planitia et Ares 3, ils sont à peu près à un niveau moyen qui est moins 4000 mètres, et Schiaparelli, qui est la région, le cratère où est posé Ares 3 dans le film, c'est à peu près à 0. Donc il a quand même un bon 4000 mètres, pas loin de 4000 mètres de dénivelé à franchir. C'est un vrai boulot, non seulement c'est loin, mais en plus c'est haut. Et cet endroit qui est ici, en bleu, qui est la zone profonde, on pense que c'est l'endroit où était le paléo-océan martien. Il y a une époque, il y a eu de l'eau liquide sur Mars, on en a de multiples preuves, de l'eau liquide en quantité, et cet endroit, très bas, est probablement l'endroit où se trouvait l'océan martien qui prévalait à cette époque, avant son évaporation suite à la perte de l'atmosphère martienne. La pression a baissé, l'eau a commencé à s'évaporer en quantité, et puis finalement, la Mars c'est sec, enfin en tout cas en surface, maintenant il n'y a plus d'eau liquide à la surface, il y en a eu, il y en a de multiples preuves, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y en a de multiples preuves. Par exemple, ça, voilà, sur ce truc-là, voilà, c'est de l'eau qui a coulé ici. Et là, il devait y avoir un océan d'assez grande taille. Donc, il est posé au fond d'un ancien océan martien. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà où est Ares 4. Et le sol martien, ça ne s'appelle pas un sol. Ça s'appelle du régolithe. C'est du caillou. Et un sol terrestre, pour les biologistes, c'est beaucoup plus que du caillou. C'est quelque chose, il y a une vie microbienne, c'est quelque chose qui n'est pas seulement du caillou, c'est de la terre, c'est des déchets organiques, avec une vie microbienne, avec une vie même plus grosse que microbienne éventuellement, mais au moins une vie de la matière organique, une vie microscopique. Donc ce qu'on a sur Mars, ce n'est pas un sol, ce n'est pas vivant, de la même façon. Pour que ce soit vivant, il faut rajouter de la matière vivante. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous vous rappelez, c'est l'épisode particulièrement odorant, il récupère tous les résidus de toilette de ses copains qui sont partis, et puis lui-même, il va continuer à en produire un peu. Donc tous ces déchets-là, il va les mettre dans son sol et il va, avec toute la flore microbienne qui est dans les déchets humains, eh bien il va nourrir son sol, enfin le rendre, entre guillemets, vivant. Ça ne sera peut-être pas suffisant, on pourrait discuter si c'est suffisant, mais en tout cas, il va créer quelque chose où il y aura une activité microbienne qui est indispensable pour que ça soit un sol, et pour que ça soit cultivable. Mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il va récupérer? Il récupère le sol de là où il est, évidemment. Il ne va pas faire 10 000 km, il en fait déjà assez. Il ne va pas récupérer un sol qui est ailleurs. Il va récupérer le sol de là où il est. Et on rappelle, il est au fond d'un océan. Et alors, qu'est-ce qu'on regarde dans la région d'Ares 3? Ça, c'est une vue prise par satellite qui montre. Alors, ici, il y a Viking 1. Ici, il y a Pathfinder. La région où s'est posé Ares 3, c'est par ici. Et cette carte-là, elle montre une cartographie vue d'espace de potassium 40. Vous allez dire, putain, ça commence à devenir technique. Pourquoi le potassium 40? Parce que c'est un élément qui se désintègre. Il se désintègre en émettant de la lumière de haute énergie qu'on appelle de la lumière gamma, qu'on peut observer depuis le ciel, et ça nous donne une idée de la composition en potassium 40 de ces zones-là. Et ce qui est intéressant, là l'échelle est donnée ici, plus c'est rouge, plus il y en a, plus c'est bleu, moins il y en a. Et on trouve qu'il y a une très bonne corrélation entre le potassium et la basse altitude. Quand c'est bas en altitude, il y a beaucoup de potassium sur Mars. Quand c'est haut en altitude, il n'y a pas beaucoup de potassium. Ah bon? Eh bien c'est curieux ça, mais en fait c'est logique. Si vous imaginez que les zones basses ont été envahies par un océan, cet océan en s'évaporant a laissé ce qu'on appelle ses sels, dont des sels de potassium et des sels de sodium, mais le potassium est plus facile à détecter. Et là où il y a du potassium, c'est qu'il y a eu de l'eau océanique, salée, comme nos océans, qui s'est évaporée. Et c'est comme ça qu'on comprend que cette zone ici a dû être, c'est la zone d'Acidalia Planitia, a dû être le lieu d'un ancien océan qui s'est évaporé. Et lui, il est en plein là, dans la zone où il y a beaucoup de potassium. Alors pourquoi c'est gênant? Ben, c'est gênant parce que sur Terre,
Quand il y a du potassium, il y a du sodium. Et on trouve que sur Terre, les sédiments marins, quand vous prenez de l'eau de mer ou des sédiments marins, vous enlevez l'eau, vous regardez ce qui reste, il y a 20 fois plus de sodium, de sel de consommation courante, que de potassium. Et comme la teneur ici, c'est marqué sur l'échelle invisible pour vous, il y a 0,5% en masse, s'il y a 20 fois plus aussi sur Mars, si on dit cette proportion 20 pour 1 est conservée sur Mars, ça veut dire que le sol qu'il est en train de ramasser contient en masse à peu près 10% de sel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font des jardins potagers dans le coin là, mais si vous foutez 10% de sel, c'est-à-dire 100 grammes de sel par kilo de terre, ça va pas être facile de faire pousser vos plantes, je peux vous dire quoi. Donc le gars, il part d'un sol, même enrichi par ses excréments et ceux de ses copains, ça va pas être facile de le faire pousser quelque chose, que c'est très salé. Il faut d'abord qu'il fasse un pré-traitement de sa terre pour enlever le sel. Il y a bien sûr des présalés, il y a des plantes comme les palétuviers qui poussent dans des régions avec l'eau de mer, mais c'est des plantes très spécifiques. C'est pas des patates. C'est des plantes qui sont adaptées à pousser dans une eau salée, dans une région un peu salée. Donc là, on va dire, il est quand même embêté avec son sol, hein, même s'il met ses excréments pour enrichir un peu la chose, ça va pas être facile pour lui. Et puis son deuxième problème, c'est de l'eau. Il a besoin de faire de l'eau. Alors comment il fait de l'eau? Ben, par la relation, la fameuse, on fait de la chimie maintenant. Attention, c'est parti pour la chimie, là. Donc il y aura de la chimie. On rigole pas, hein. C'est du utopial, c'est du sérieux ici. Donc de l'hydrogène et de l'oxygène, ça fait de l'eau. Il suffit de le faire réagir, c'est très facile. L'hydrogène, il faut qu'il le trouve quelque part. L'oxygène, il en a dans son habitat. Enfin, vous notez qu'il en a dans son habitat, mais il est produit quelque part, parce que sur Mars, il n'y en a pas beaucoup. 95% de l'atmosphère martienne, c'est du gaz carbonique. Et 0,14% seulement du dioxygène. Donc, il faut qu'il trouve du dioxygène. Et du dihydrogène. Alors, faut faire attention quand même à ce mélange-là. Quand on le fait, voilà un mélange dioxygène-dihydrogène. C'est le Hindenburg, un Zeppelin donc, qui faisait la liaison Berlin-New York, et il arrive près de son port d'attache, il était gonflé, c'est un ballon qui était gonflé 350 mètres de long, il faut imaginer ça, c'est des trucs de fou. La liaison transatlantique Berlin-New York en Zeppelin, ça existait dans les années 35, hein, donc c'est assez, quand on imagine ça, stupéfiant. Il s'approche, il y a un arc électrique qui se fait entre le port, l'endroit où il doit s'accrocher, et puis le ballon. Il est gonflé à l'hydrogène, qui est un gaz très peu dense, qui permet au ballon de flotter dans l'air. Maintenant, on utilise plutôt de l'hélium, qui est quand même beaucoup moins dangereux, qui n'est surtout pas inflammable. Et puis, ça brûle le Zeppelin, il tombe, il y a une trentaine de morts, et c'est la fin du Zeppelin. Plus personne n'utilise les Zeppelins après ça. Donc ça, c'est pas une réaction qu'on peut faire. D'ailleurs, dans le film, vous vous rappelez, quand il fait son petit mélange, à un moment donné, ça lui pète à la figure. Hein. Bah, c'est ça. Version petite, mais suffisamment importante pour que, finalement, il ait des dégâts. Il y survit, heureusement pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il utilise, pour faire du dihydrogène, il utilise de l'hydrazine, et il la met, il a des petits cailloux dans le film, qui sont des grains d'iridium, il les fait tomber sur l'iridium. Et pourquoi il utilise ça? Parce que le mât, le véhicule ascensionnel, il est propulsé à l'hydrazine. Il récupère un stock d'hydrazine qui est resté, il le fait tomber sur ce catalyseur à l'iridium et spontanément, cette hydrazine se décompose en azote, en diazote et en dihydrogène. Et le dihydrogène qui est produit, avec une petite flamme, il le fait réagir avec l'oxygène de l'air qui est dans son habitat. Et s'il ne fait pas ça bien, ça lui pète à la figure. S'il fait ça bien, c'est cool, ça fait de l'eau. De la vapeur d'eau qui va se condenser sur les voiles en plastique. Alors pour dire qu'il y a vraiment de l'hydrazine, regardez. Sur cette image, il y a marqué hydrazine. Alors non, il faut regarder bien le film, moi je suis un dingue, je le regarde en détail. Hydrazine, c'est marqué là. Donc ça marche vraiment l'hydrazine. D'accord? S'ils avaient raison, ils ont dit c'est bon. Sauf que dans les vraies missions martiennes, le véhicule ascensionnel martien qui est prévu, il n'est pas censé fonctionner à l'hydrazine, il est censé arriver avant les humains, et sur place, une petite usine va synthétiser le carburant qui lui permettra de repartir, qui ne sera pas d'hydrazine, ce sera plutôt du méthane, on va y revenir dans un instant. Donc, ça n'aurait pas dû être de l'hydrazine, mais pourquoi pas d'hydrazine. Incidemment, l'hydrazine, on s'en sert en propulsion pour les fusées. Hein. C'est ce qu'on utilise pour faire des petites poussées contrôlées, par exemple, c'est l'hydrazine. On fait goûter de l'hydrazine sur un catalyseur d'iridium, ça produit un gaz qui, du coup, le liquide devient gazeux, il y a une détente, et ça fait une petite propulsion qu'on peut parfaitement contrôler, et qui est bien pratique. Petite poussée, mais contrôlable parfaitement. Par exemple, Schiaparelli, qui a un peu raté son atterrissage, on a un marcissage récemment, Schiaparelli, ses petits rétrofusées, elles fonctionnaient à l'hydrazine, hein, pour contrôler sa descente. Bon, ça a fonctionné que 5 secondes au lieu de 30 secondes, donc évidemment, ça pose des problèmes. Alors, là, on sait comment il fait du dihydrogène. Il prend l'hydrazine, il met sur l'iridium. Il fait en gros ce que fait le mât. Il récupère des outils du mât.
Il a besoin d'oxygène. Il en a dans son habitat, mais s'il le consomme, il ne va plus respirer. Donc il faut qu'il puisse aussi produire son dioxygène. Alors comment est-ce qu'il fait ça? Et voilà, comme ça. Ça s'appelle la réaction de Sabatier. À Toulouse, pour les Toulousains, s'il y en a dans la salle, l'université Paul Sabatier, c'est ça. C'est ce prix Nobel de chimie qui a trouvé cette réaction du gaz carbonique avec du hydrogène, ça fait du méthane et de l'eau. Vous allez me dire, mais il n'y a pas d'oxygène là-dedans. Oui, mais quand il y a de l'eau, si vous faites de l'électrolyse de l'eau, vous récupérez du dioxygène et du dihydrogène. Alors comment ça se passe en pratique? Ça, c'est l'atmosphère de Mars. Si vous êtes dans la Station Spatiale Internationale, cette réaction est utilisée, c'est la respiration. Les gars qui sont dedans, ils respirent et ils produisent du gaz carbonique. Et ce gaz carbonique, il vous embête. Vous voulez vous en débarrasser. Mais pas le jeter bêtement, vous voulez le recycler. Eh bien, vous allez faire cette réaction-là, avec un peu de dihydrogène. Alors, si vous êtes sur Mars, vous en amenez un petit peu sur Terre, vous allez voir pourquoi un petit peu. Pas besoin d'amener tout ce dont vous avez besoin, un petit peu suffit. Vous produisez du méthane. Alors, si vous êtes sur Mars, c'est le carburant pour le retour, c'est ce qu'on espère pouvoir faire si on fait un jour des missions habitées vers Mars. Si vous êtes dans la station spatiale, vous récupérez le méthane et vous le jetez, vous le stockez ou vous le jetez, de l'eau, et en électrolysant l'eau, vous donnez du dioxygène, vous respirez, vous êtes content, et du dihydrogène. Alors là, c'est super cool. Le dihydrogène, vous le remettez dans le machin. Alors vous en avez quand même moins qu'au début, hein, donc il faudra qu'il faut arriver avec un petit bac chiche initial pour que ça se reboucle et que vous ne perdiez pas vos ressources quand même. Et puis le dioxygène, vous le respirez, c'est super, ou vous vous en servez comme comburant avec le CH4, si vous êtes sur Mars pour faire le retour, vous avez du dioxygène et du méthane, et les deux à la fois, ça fait une belle flamme, une belle poussée, vous démarrez, et vous le respirez, ça produit du CO2 que vous remettez dans la machine et c'est reparti. Donc vous avez un joli cycle qui n'est pas complètement fermé, il faut arriver avec un petit quelque chose qui n'est pas complètement 100% recyclé, si je veux dire, mais qui est très efficace et très utile. Et donc là, c'est ce qu'il a dû faire, c'est ce qui se passe, hein, probablement sur Mars, hein, pour produire de l'oxygène, pour produire de l'eau. Si on veut produire de l'eau, voilà comment on fait. Avec du CO2, mais l'eau, on s'en sert en fait pour faire du dioxygène. Alors, dans l'ISS, on l'utilise pour recycler cette réaction-là, pour recycler le CO2. L'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale pour recycler le CO2 respiré. Et puis, je le dis quand même, en Allemagne, le parc énergétique de Morbach, ben, qu'est-ce qu'il a? Ils ont des éoliennes. Ils ont des éoliennes ou des cellules photovoltaïques. Et l'électricité inutilisée, ils s'en servent pour électrolyser de l'eau. Ils s'en servent pour électrolyser de l'eau. Et de l'eau, ben là sur Terre c'est facile, de l'eau on se baisse pour la ramasser en gros. Et cette eau électrolysée, elle produit de l'hydrogène qui, avec le CO2, va donner du méthane. On va stocker l'électricité sous forme de méthane. Et ce méthane-là, on en fait une combustion avec une flamme et le dioxygène de l'air, et c'est reparti mon kiki, on récupère de l'énergie qu'on a stockée, de l'énergie électrique qu'on a stockée sous forme d'énergie chimique, de méthane, et qu'on récupère en faisant une combustion. Ça serait une façon de stocker l'électricité, c'est une des façons de stocker l'électricité. Alors, est-ce qu'on peut quand même trouver encore de l'eau sur Mars? Après tout, le gars, il s'embête à faire de l'eau, mais peut-être qu'il aurait qu'à se baisser pour la ramasser. Enfin, en tout cas, faire un autre effort. Se baisser pour la ramasser, quand même pas. Il n'y a pas de l'eau qui coule sur Mars. Il n'y a pas des fleuves, des lacs, des rivières sur Mars. Alors là, c'est une photo de la calotte polaire nord. 1000 km de diamètre, 3 mètres d'épaisseur pendant l'hiver, il y a de l'eau. 3 mètres d'épaisseur de glace d'eau. La calotte polaire sud, c'est plutôt de la glace carbonique, de gaz carbonique. Donc il faudrait plutôt aller sur la calotte polaire nord. Ça tombe bien, il est dans l'hémisphère nord, mais la calotte polaire nord, elle attaque au-delà de 80 degrés de latitude, alors que lui, Watney, il est à 30 degrés de latitude. Donc vous voyez, il y a un énorme effort pour aller chercher de l'eau. Et là, il a qu'à se baisser, il prend d'énormes blocs de glace, c'est de l'eau, il a fait fondre et c'est tranquille pour lui. Bon, il faut y aller, il a déjà fait, il a des milliers de kilomètres à faire, il n'a peut-être pas envie de s'en payer encore. Donc on peut trouver de l'eau sur Mars, dans les calottes polaires, en tout cas la calotte polaire nord, c'est pas facile pour lui. Deuxième solution, voilà une image avant-après. Ça c'est le sol la journée, le même sol, alors il y a une croix bleue là qui indique le même caillou, donc la vue, l'angle n'est pas tout à fait le même. Ça c'est pris par les sondes Viking, où on a commencé à voir qu'il y avait du givre le matin à la surface de Mars. Sur les cailloux, il y a du givre d'eau, Et donc, il y a du givre, et ensuite il se sublime, comme la pression est très faible, l'eau elle ne fond pas, elle ne devient pas liquide, elle est glace, et elle devient gaz directement, et quand elle est gaz, elle devient solide directement, sans passer par l'état liquide. Donc là, on a du givre. Est-ce qu'on peut récupérer ce givre? Bien sûr, vous tendez un grand drap, alors j'ai fait le calcul pour vous, vous tendrez un grand drap, mettons, de 400 mètres carrés, ça commence à faire un beau drap,
vous le laissez la nuit, il fait froid, il y a du givre qui va se déposer sur le drap. Combien de givre? Alors moi j'estime, en étant un peu généreux, 5 micromètres, 5 millionièmes de mètre d'épaisseur de givre sur 400 mètres carrés. Alors j'ai pas mis ça, on attend que le givre se dépose. 5 micromètres d'épaisseur sur 400 mètres carrés, ça fait 2 litres d'eau. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est-à-dire que vous récupérez le drap, vous essorez le givre, vous le faites fondre et hop, vous avez 2 litres d'eau. Vous avez fait 0 effort, hein. Vous avez juste tendu le drap et récupéré l'eau. Alors on pourrait avoir un système un peu plus habile qu'un bête drap, enfin on pourrait être un peu optimisé, mais l'idée elle est là, vous pouvez récupérer éventuellement pour 400 mètres carrés, mais il n'y a qu'à mettre 1000, 10 000, 100 000 mètres carrés, mais après ça devient emmerdant à attendre, enfin c'est compliqué, et puis il bricole le gars, donc bon. Donc c'est pas facile pour lui. Mais on peut espérer récupérer de l'ordre du litre chaque nuit. C'est pas terrible, c'est bien pour boire un coup dans la journée, mais c'est pas terrible. L'autre solution, c'est de récupérer de l'eau directement sur de glace. Est-ce que vous voyez les 7 erreurs entre ces, enfin les 3 erreurs entre ces deux images? Il y a 3 différences entre ces deux images. Vous les voyez ou pas? Regardez là. C'est pas super clair, hein. Alors pour vous, j'ai agrandi un peu. Regardez là. 1, 2, 3. Il y a 3 glaçons sous le sol. Ça, c'est la sonde Phoenix qui s'est posée à 68 degrés de latitude nord. Vous voyez, c'est déjà à 68, hein, c'est pas 30 où il est Watney. Il a raclé un peu le sol. Il y a 3 glaçons qui sont là. Et après, ils sont plus là. Ah oui, évidemment. Ils étaient dans le sol, tout va bien. Mis en contact avec l'atmosphère, à pression quasiment nulle, très faible, ben, ils se sont sublimés. Le glaçon a disparu en 4 jours à peu près. Il a suffi de 4 jours pour que ces glaçons disparaissent. Donc en creusant le sol, on peut trouver des bouts de glace. Alors pourquoi il ne fait pas ça à Watney? Il pourrait faire ça, on va même raffiner un peu plus le truc. Et quand on analyse cette glace, c'est bien de la glace d'eau, ça pourrait être de la glace carbonique, de la glace de CO2 plutôt que de la glace de H2O. Quand on analyse, elle a un pH assez basique, donc si vous la buvez, ça ne va pas être bien tout de suite, ça a un drôle de goût. Elle contient plein d'ons qui ne sont pas gênants, hein, du magnésium, du potassium, du sodium, des ions chlorure. Ah, ça c'est plus emmerdant ça. Des ions perchlorates, ça c'est plus embêtant. Les ions perchlorates, hein, le perchlorate d'ammonium, ça sert dans les propulsions de roquettes par exemple. Perchlorate d'ammonium. Là c'est du perchlorate. Donc on n'a pas envie de boire ça comme ça. Avec ça on peut faire de l'eau de javel par exemple aussi, hein, c'est autre chose. Mais bon bref, c'est pas un truc qu'on a envie de boire. Donc cette eau que vous récupérez sur de glace, vous pouvez la faire fondre, mais pas l'utiliser directement pour vos plantations pour la boire. Il faudrait la distiller, la chauffer, l'évaporer, récupérer le distillat, et puis c'est bon. Vous pourrez faire ça. Donc ça serait pas mal. L'autre solution, c'est récupérer de l'eau des roches. Ça paraît incroyable, parce que quand on prend un bout de caillou, on se dit, il y a de l'eau là-dedans? Eh bien ouais, il y a de l'eau là-dedans. Et notamment dans 3 types de roches, des silicates, argiles et serpentines, et les sulfates. Et on en trouve sur Mars. On en trouve sur Mars. Alors ça, je renverrai à mon collègue Pierre Thomas, géologue à l'ENS Lyon, qui m'a rencardé sur la géologie, parce que moi je ne suis pas géologue, mais il m'a montré des photos, là j'ai pas le temps de vous montrer tout ça, il y a des photos spectaculaires, on voit des filons de gypse sur Mars, incroyables, avec à côté la même photo sur Terre, l'équivalent martien de ce qu'on voit sur Terre. Et quand on fait chauffer du gypse, alors c'est lui qui a fait cette petite manip géniale, un peu de gypse chauffé dans un tube à essai, c'est aussi bête que ça. Chauffer du gypse à 120 degrés, regardez ce qui se passe, regardez bien le bord ici du tube à essai. C'est un truc qui est sec quand vous le touchez, mais quand vous le chauffez, regardez, il y a un dépôt de vapeur d'eau. Il y a un dépôt de vapeur d'eau. Si vous prenez du gypse et que vous le chauffez à 120 degrés, vous récupérez de la vapeur d'eau. Ce sont des roches avec de l'eau dedans, dans le réseau cristallin, et qu'on peut libérer en chauffant. Les sulfates, c'est un peu plus embêtant, il faut chauffer plutôt à 800 degrés. Là, il faut commencer à avoir un vrai four un peu technique. 120 degrés, ça va, c'est jouable pour Watney. Et quand on fait ça, 1 kg de gypse produit 200 grammes d'eau. Ah, c'est impressionnant. Si vous tombez sur quelques tonnes de gypse et que vous les faites chauffer ces quelques tonnes, alors ça nécessite de l'énergie, hein, c'est pas gratuit. Mais si vous faites ça, vous allez récupérer vraiment une quantité d'eau appréciable. Alors on peut même faire mieux, parce qu'on dit qu'il faudrait chercher du gypse, alors il faut être géologue, ah oui, il y a un filon, bref, il sait pas où il y en a à Watney, il n'est pas géologue, il est plutôt biologiste, il est plutôt botaniste. Alors, voilà une carte de la surface de Mars, sauf les pôles, qui vous montre les proportions d'eau dans le premier mètre de Mars, de couche martienne, analysée depuis la surface, depuis l'orbite, excusez-moi. Le bleu c'est 2%, le bleu sombre noir c'est 2%, le rouge sombre c'est 18% d'eau. Ça c'est dans le premier mètre de la surface de Mars, la quantité d'eau. Je rappelle où est Ares 3, il est là.
Ares 3 est là, il est dans le bleu. Donc il est, soyons généreux, il est à 4%. Le sol martien autour de lui, gypse, tout ce qu'il y a dedans, il y a 4% d'eau en gros, en moyenne, entre la glace, le gypse, les sulfates, et puis d'autres roches peut-être qui ont un peu d'eau dedans, piégées dans le réseau cristallin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend 1 mètre cube de sol, 1 mètre carré de sol sur 1 mètre d'épaisseur, il prend 1 mètre cube de sol, ça va faire environ 2 tonnes. La masse volumique du caillou, c'est 2 grammes par centimètre cube, 2 tonnes par mètre cube. S'il y a 4% d'eau là-dedans, ça lui fait récupérer 80 litres d'eau. Chaque mètre cube de roche qui se fait chauffer, ça lui permet de récupérer à peu près 80 litres d'eau. Alors, si c'est de la glace, il suffit de chauffer un peu. Si c'est des gypses, si c'est des sulfates, il faut chauffer un peu plus. Si dans les silicates, j'ai mis un point d'interrogation, je n'ai pas d'intérêt, il faut chauffer à 800 degrés. Mais il peut, s'il récupère beaucoup de terre qui chauffe, il faut encore avoir cette source d'énergie, ce qui n'est pas gagné, il peut récupérer quand même pas mal d'eau. Pour il a besoin de 1000 litres d'eau environ, et bien il lui faut quelque chose comme une douzaine de mètres cubes de cailloux martiens. Il ramasse 12 mètres cubes, c'est un effort, il le met dans un système qui fait chauffer ça, qui évapore l'eau, il récupère l'eau, il la condense, et il est content avec ça. Donc c'est jouable aussi comme ça. Mais c'est pas facile évidemment. Mais sur notre truc, c'était pas facile non plus. Alors, autre chose, on va parler un peu des paysages martiens maintenant. On revoit sur cette carte-là le chemin qu'il a fait d'Ares 3, qui est ici, il a été jusqu'à Pathfinder, et puis il a descendu jusqu'à Parélie, un énorme effort. Et voilà ce qu'on voit comme image initialement. Ça, c'est les images, c'est les 2 premières minutes du film. On voit ça, il nous indique Acidalia planitia, c'est là où il est. Alors, 2 remarques. Remarque de géologue, donc moi je ne peux pas le faire comme ça. Et mon copain géologue, il voit ça, il dit, quand il voit ça, pour lui, c'est évident que c'est une région qui est faite avec du grès, des falaises de grès. Et quand il voit ça, Pierre Thomas, il me dit, un endroit évident qui est comme ça, c'est l'Arizona ou la Jordanie. Et on regarde où le film a été tourné, en Jordanie. Donc lui, il regarde, il voit tout de suite qu'on n'est pas sur Mars, à l'œil direct. Et quand on regarde ça, alors là, moi, je suis quand même malin, parce que ça s'appelle Acidalia planitia. Ça veut dire plat. C'est pas plat tout ça. Ils ont bricolé un peu, regardez ici là, ils ont rajouté un gros cratère dans un paysage terrestre. Ils ont filmé un paysage terrestre et ils ont rajouté un cratère pour faire martien quoi. Donc évidemment ils ont marcisé la planète en mettant des cratères dans des paysages terrestres. Donc là il y a un gros cratère ici qui n'est pas, qu'on ne trouve pas l'équivalent. Il y a des cratères comme ça sur Terre, mais pas dans ces paysages là. Alors, regardez ces 2 images, paysage du film, paysage réel dans le Wadi Rum en Jordanie. C'est là où ils ont tourné. D'accord, des falaises de grès. Donc on voit bien d'où vient le film. Ils ont mis un peu de rouge et tout ça pour faire genre, mais ils ont tourné sur Terre évidemment, ils n'ont pas été sur Mars. Alors en même temps, le grès sur Mars, il n'y en a pas. Pas beaucoup. Il devait y en avoir un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt sulfate, on a dit tout à l'heure, sulfate, silicate. Sur cette image, les roches martiennes, c'est plutôt des roches volcaniques en fait. Les roches de surface martiennes, ça ressemble plutôt aux roches volcaniques. Et sur cette image, quand on est un géologue, donc pas moi, mais quand je l'ai montré à Pierre Thomas, j'ai dit c'est quoi? Sur cette image, il y a une astuce qui dit que c'est volcanique. Moi je l'ai montré à Pierre Thomas parce que sur cette image ici, ça, moi j'ai reconnu ça quand même comme une carte géologique. Et j'ai montré ça à un vrai géologue, et pour lui c'est évident, ceci est une carte géologique de région volcanique. Il y a des coulées, cette zone-là, c'est une carte géologique, là il y a des coulées, ça représente pour lui, pour moi c'est évident. C'est des coulées de lave. Donc ça, c'est une carte géologique d'un pays, d'une région volcanique, et ça colle bien avec Mars. C'est peut-être une carte géologique de la région, d'une région martienne. On n'a pas réussi à identifier, on ne sait pas s'ils ont pris une carte géologique terrestre qu'ils ont mis là pour faire joli, ou si c'est une carte géologique martienne réelle. Il y a des cartes géologiques martiennes. Donc implicitement dans le film, ils sont dans des roches volcaniques, même s'ils montent des roches gréseuses. Vous voyez, c'est des malins quand même. Hein. Là, l'image, il faut être malin, ça passe vite ici, hein, je peux vous dire, faut le voir. Alors, paysage martien qu'on voit, il y a aussi le ciel martien. Pour un astronome, ça c'est intéressant. Donc là, le ciel martien, un peu orangé, avec un soleil très brillant. Alors, comme Mars est plus loin de la Terre, du soleil, excusez-moi, que la Terre, à peu près 1,6 fois plus loin, le flux lumineux qu'elle reçoit du soleil est plus faible. Et donc, 1,6 au carré fois plus faible, à peu près 3 fois plus faible. Et donc, un peu moins de 3 fois plus faible. Quand on voit le soleil dans le ciel martien, on doit le voir moins brillant que le soleil dans le ciel de la Terre, moins brillant.
Quand je le vois comme ça, moi, ça m'a paru un peu brillant. C'est normal, c'est le ciel, c'est le soleil terrestre. C'est un peu brillant pour un soleil martien, je trouve, mais bon. Donc la différence de puissance, on reçoit à peu près 500, un peu moins de 600 watts par mètre carré du soleil quand on est sur Mars, contre 1360 sur Terre, hors atmosphère. Voilà une autre image du ciel martien, là encore les roches gréseuses, une autre image du ciel martien. Alors là, c'est un peu embêtant parce qu'on voit un ciel quand même qui ressemble à un ciel terrestre qui est un peu bleuté. En fait, le ciel martien, il n'est pas bleuté. Le vrai ciel martien, il est plutôt comme ça. Le vrai ciel martien, ça c'est un ciel martien retraité avec des couleurs martiennes, dans l'ambiance martienne, telle qu'on le verrait à nos yeux. Et le ciel martien, il est plutôt orange, rouge-orangé, parce que il y a des poussières en suspension dans l'atmosphère de Mars, des très fines poussières, et ces fines poussières sont rouges. Alors, le ciel terrestre, ce qui fait qu'il est bleu, c'est que la lumière du soleil diffuse sur les molécules de l'atmosphère terrestre. Et que le bleu est plus diffusé que le rouge par les molécules, par des petites choses. L'air martien, il est beaucoup moins dense que l'air terrestre. Comme il est beaucoup moins dense, il y a moins de molécules pour diffuser. Le ciel serait bleu, martien lui aussi, s'il y avait un air assez dense. Mais comme il est très peu dense, s'il y avait zéro poussière dans l'atmosphère, ça serait un ciel très sombre, un bleu très sombre. Donc pas un bleu comme terrestre, mais très sombre, parce qu'il y a peu d'air. Et s'il n'y avait pas d'air du tout, comme sur la Lune par exemple, eh bien le ciel serait tout simplement noir. Comme la nuit sur nous, comme la nuit sur Terre. Comme il y a des poussières, la diffusion, elle résulte essentiellement des poussières, et pas de l'air martien. Et ces poussières qui sont rouges, sont les oxydes ferreux, ça diffuse plus le rouge. Et donc le ciel doit apparaître un peu plus rouge que le ciel terrestre, plutôt rouge. Donc voilà comment est le ciel martien. Il y a même ici une mosaïque qui vous montre toutes les possibilités qu'on peut avoir. Ça a été pris près de la sonde Viking 1 sur toute une grande période, presque 1000 jours martiens. Là, quand il y a peu de poussière, le ciel est très sombre, un bleu très sombre. Quand il y a beaucoup de poussière, et même en tempête, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est très rouge évidemment, et même très sombre, mais rougeâtre. Le ciel, il est soit d'un bleu très sombre, s'il y a zéro poussière, et dès qu'il y a un petit peu de poussière, il apparaît plutôt orangé. Alors, voilà un coucher de soleil martien dans le film qui ressemble essentiellement à un coucher de soleil terrestre. Bon, assez logiquement, évidemment, ils ont pris ça sur Terre. Bon. Mais ils ont mis un soleil rouge. Pourquoi le soleil est rouge au coucher? La lumière qui nous vient directement du soleil au coucher, elle a traversé une grande épaisseur d'atmosphère, elle a perdu beaucoup de lumière bleue diffusée, et comme elle s'est appauvrie en lumière bleue, on voit un soleil qui est rouge, en gros ce qui reste comme lumière. Sur Mars, c'est très différent. Les poussières diffusent le rouge. Ce qui va manquer dans la lumière du soleil, c'est le rouge. Et donc comment va être un coucher de soleil martien? Bleu. Le coucher de soleil martien est plutôt bleuté. Et ça se voit très bien. Voilà un coucher de soleil martien qui a été pris par Curiosity en 2015. Voilà un coucher de soleil martien. On voit même l'animation du soleil qui se couche sur Mars. Regardez, le soleil il est de plus en plus sombre quand il se couche et il est plutôt bleuté que rougeâtre. Donc il faut retenir que sur Mars, le ciel en gros est rouge, pour faire simple, un rouge pas très intense, sauf qu'il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère, est plutôt rouge et les couchers de soleil sont plutôt bleus, alors que sur Terre c'est exactement l'inverse. Parce que ce ne fait pas la même chose qui diffuse la lumière. Sur Mars, ce sont des poussières, des petites poussières rougeâtres, alors que sur Terre, ce sont des molécules atmosphériques qui sont bien plus nombreuses. Alors dans les quelques minutes qui restent, on va discuter un peu du vaisseau Hermès, qui est un très beau vaisseau, comme souvent en science-fiction, ils font des beaux vaisseaux quand même, là il est chouette celui-là. Il est très luxueux. J'entends par là que c'est sûrement pas un aussi beau vaisseau qu'auront les futurs astronautes qui iront vers Mars. Très beau vaisseau parce qu'il a ce système-là qui est en rotation et qui permet de créer par la rotation une pesanteur artificielle due à la force centrifuge sur les bords. Alors, moi qui suis un dingue, je regarde tout ça. Je compte combien de temps il met pour faire un tour. Alors on ne le voit pas faire un tour complet dans le film, on le voit faire à peu près un huitième de tour, c'est à peu près 5 secondes, et donc j'en ai vu qui fait un tour en 40 secondes. Ce machin fait un tour en 40 secondes. Quelle taille doit-il avoir pour avoir la gravité? Alors, quelle gravité? Martienne, terrestre? On va dire la gravité martienne pour être généreux avec eux, qui est plus faible, un tiers plus faible que la gravité terrestre. Et puis les personnages, il faut qu'ils aient une gravité, puis bon, martien c'est pas mal, ils vont arriver dans quelque chose qui va être 38% exactement de la gravité terrestre. Pour avoir une gravité martienne à l'extérieur, il faut que le rayon de cette roue soit de 150 mètres. Et si c'est une gravité terrestre, 3 fois plus. 450 mètres. Une énorme roue si elle fait un tour en 40 secondes. Évidemment, un tour en 40 secondes, c'est lent, c'est majestueux, c'est joli. On regarde le film, c'est apaisant.
On est dans l'espace, le vaisseau il avance lentement, la roue elle tourne lentement, c'est plaisant. Mais en 40 secondes, il faut qu'elle ait une énorme taille pour avoir ne serait-ce qu'un tiers de gravité terrestre, la gravité martienne. Est-ce qu'elle peut avoir cette énorme taille? Là-dessus, je ne peux pas dire, je n'ai pas d'échelle. Peut-être qu'elle a 150 mètres et que c'est un vaisseau. Si ça fait 150 mètres de rayon ici, alors le vaisseau, il fait des kilomètres. Hein. Vous vous rendez compte que ça commence à être un gros vaisseau. On peut trouver l'échelle, regardez. Voilà la roue avec un zoom, et regardez où est l'échelle, elle est cachée, elle est là. Il y a un personnage. L'image est bien faite. La gravité, elle est par ici. Parce qu'en tournant, la force centrifuge, elle tire le personnage par là, et donc le bas, il est centrifuge, la force centrifuge. Donc le personnage, là, il ne fait pas 50 mètres. Hein. Le personnage, là, il fait 2 mètres au mieux, 1m70. Bon, ben, on compte combien de fois il y a ce personnage-là dans le rayon, et la roue, elle a plutôt un rayon de l'ordre d'une vingtaine de mètres. Ce qui est déjà plus raisonnable. Ça reste quand même un engin un peu spectaculaire, mais une vingtaine de mètres. Et si elle a 20 mètres, pour avoir 0,38, il faut que ça tourne en 15 secondes. Donc là, déjà, ça fait plus tourniquer, quoi. Donc le gars, il arrive, ça tourne plein pot. Non, ça le fait pas. C'est pas l'ambiance sereine et calme et gentille qu'on aime voir dans l'espace. Donc à chaque fois, on les voit tourner lentement, avec des petits trous raisonnables. Ils n'ont pas d'immenses structures orbitales, ça reste quand même plausible, mais en même temps, c'est pas la bonne vitesse, pas la bonne taille. Enfin, c'est pas le bon couple vitesse-taille. Ce vaisseau Hermès, il est particulièrement fort et luxueux, parce que regardez, quand on le voit à l'arrière, il a ça. On peut dire, bah, c'est normal, c'est une fusée. Non, c'est pas normal. Les fusées qu'on a, nous, elles poussent très fort au décollage, elles se mettent en orbite, elles poussent très fort pour aller sur la Lune, par exemple, une fois, pendant 3 minutes, et après c'est fini. Elles sont en vol balistique, ça veut dire sans pousser jusqu'à la Lune, simplement sous l'influence de la gravité de la Terre et de la gravité du Soleil, et de la Lune, bon, du Soleil un peu, mais de la Lune et de la Terre, et puis c'est tout. En arrivant près de la Lune, il y a un autre moteur qui se met en marche pour être en orbite lunaire, comme c'est arrivé par exemple pour la sonde TGO. Schiaparelli ne s'est pas posé, mais TGO, l'orbiteur, il s'est mis en orbite. Il y a un réacteur qui l'a aidé, puis il a frotté sur l'atmosphère martienne aussi pour l'aider, mais il s'est mis en orbite en ralentissant, en freinant, en faisant quelque chose pour se mettre en orbite. Sinon, il continue tout droit, adieu, il passe après la Lune. Là, ça pousse tout le temps. Dans le livre, ils nous disent la vitesse, l'accélération, c'est 2 mm par seconde au carré. Ça a l'air minable. 2 mm par seconde au carré. Chaque seconde, votre vitesse augmente de 2 mm par seconde. On se dit, il se fout de notre gueule, on ne va pas y arriver avec ça. Mais si c'est une poussée qu'on peut garder longtemps, par exemple des jours et des jours et des jours, alors on calcule qu'en 6 jours, on gagne 1 km par seconde de vitesse. En 12 jours, 2 km par seconde de vitesse. Et donc là, on commence à avoir un vaisseau vraiment intéressant, et on peut, avec un truc comme ça se calcule, et Andy Weir, dans son bouquin, a fait tout le calcul, et d'ailleurs, il y a eu des remakes de ça, toute la trajectoire du vaisseau, dans le bouquin, et dans le film, ils en parlent un peu rapidement, mais dans le bouquin, elle est parfaitement réaliste si vous disposez d'un vaisseau qui est capable d'accélérer à 2 mm par seconde au carré, ce qu'on ne sait pas faire. On n'est pas capable de faire un vaisseau qui accélère en permanence à 2 mm par seconde au carré, parce qu'il faut éjecter du gaz à grande vitesse, un petit peu de gaz à grande vitesse, mais il faut payer une énergie considérable pendant toute cette durée de propulsion. Et donc il faut embarquer un réacteur nucléaire à bord. Quelque chose, je dis réacteur nucléaire parce que c'est la chose qui tombe sous le sens, quelque chose qui a beaucoup d'énergie. Et quand on regarde bien le vaisseau, ah non, pas encore là, zut. Quand on regarde bien le vaisseau, là il y a des panneaux solaires, bon ça c'est joli, c'est comme la station spatiale internationale, mais il y a surtout, regardez l'arrière du vaisseau, c'est quoi ce truc-là? Ça, c'est pas pour faire joli, ce sont des radiateurs du réacteur nucléaire. Le réacteur nucléaire, pour le refroidir, c'est pas de l'eau, c'est pas de l'air, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air dans l'espace, c'est des blocs métalliques immenses, branchés, chauffés, et qui vont rayonner en lumière infrarouge toute l'énergie qui n'est pas utilisée pour la propulsion. Et donc là, il y a marqué réacteur nucléaire ici. Donc il faudrait un truc comme ça, si on voulait faire 2 mm par seconde au carré, il faudrait quelque chose comme ça. Et là on peut faire des trucs absolument incroyables, là on peut aller sur Mars, au lieu d'aller en 6 mois, propulsion initiale pendant 3 minutes, vol balistique, freinage à l'arrivée pour se mettre en orbite, ça prend 6 mois quand on veut optimiser le carburant. Quand on fait vraiment à l'économie, ça prend déjà 6 mois. Donc là, ils font toute cette orbite, enfin il y a tout ce qu'il faut, ils sauvent, tout marche très très bien. L'orbite, elle est super bien calculée, ça se passe très bien. Et pour conclure, je finis cette image de l'astronauticien. Manifestement, il est en pleine réflexion là.
Et parce qu'il y a un tableau là qui est super. Moi j'aime bien regarder les tableaux aussi qu'on voit dans les films. Il y a plein de trucs sympas. Là ce sont des orbites, ça c'est le calcul orbital. Ça va être les orbites de Human, c'est les orbites optimum qu'on a pour aller de la Terre à Mars par exemple. Ça c'est les orbites de Human. Ici, là ici il y a des calculs qui n'ont aucun rapport mais qui sont justes. Là il y a des calculs qui n'ont aucun rapport mais qui sont justes. Là, il y a des calculs qui ont un rapport, ça c'est une fusée accélérée qui retombe, c'est toutes les équations de la fusée accélérée qui retombe et freinée par l'air. Donc tout ça c'est bien. Ici, c'est le schéma d'une tuyère avec une formule d'hydronémie dans une tuyère, avec le nombre de Mach, enfin, tout ça c'est correct. Il met science, je ne sais pas pourquoi il écrit science sur le tableau, le mec qui a pas besoin de se dire, moi quand je suis dans mon tableau noir, j'écris pas science comme ça, je dis ouais, c'est super. Donc moi je fais pas ça. Il y a d'autres trucs que j'ai pas réussi à identifier, mais c'est un tableau qui n'est pas complètement décorrélé d'un travail d'un type qui calcule des orbites de vaisseaux. Il y a des choses qui ont à peu près aucun rapport. C'est un tableau artificiel, certainement artificiel, qui a été dessiné pour faire genre, pour dire, voilà, regardez, c'est un gars qui réfléchit là-dessus. Mais c'est pas idiot ce qu'il y a dessus, c'est pas complètement décorrélé de sa profession, et c'est pas décorrélé non plus du problème qu'il a à résoudre. Donc c'est pas, voilà, c'est pas délirant. Il a une étude de travail qui est un peu désinvolte, mais c'est aussi comme ça que des fois on a des bonnes idées. Faut pas rêver. Des fois les scientifiques sont en train de glander, on a l'impression qu'ils dorment ou qu'ils foutent rien. En fait, ils sont en train de réfléchir. Ça arrive aussi. Ils sont pas que en train de dormir parfois. Ils ont l'air un peu comme ça, perdus dans le vague, mais en fait ils sont en train de réfléchir. Ça arrive aussi. Donc ce tableau est plausible. Bon, il y a encore évidemment 1000 choses à faire. Là, je devais tenir 1 heure, j'ai fait 58 minutes. Donc c'est fini. Il n'y a pas du tout le temps pour les questions, donc je suis un peu désolé, j'ai trop de choses à dire, mais je suis là, s'il y a des questions, je vais me mettre sur le côté. On va devoir laisser la place pour la table ronde qui suit, parce que vous savez, les locales, c'est ça, hein. Il y a trop de trucs à faire, on ne peut pas tout faire, mais je vous remercie de votre attention, et puis je suis là pour discuter un peu avec vous, si vous avez des questions à me poser, je suis là pendant toutes les locales, éventuellement pendant les 5 jours. Merci.